Bonjour et bienvenue à tous donc pour cette sixième vidéo consacrée à l'analyse du manga Akira de Katsuhiro Otomo. Comme toujours, je vous conseille de voir les vidéos antérieures, car sur cette dernière, donc, je fais quand même pas mal de références sur ce qui a été dit. Donc dans le chapitre précédent, nous nous étions arrêtés lorsque Kei et sa bande avaient réussi à kidnapper Akira de la maison de Nezu, et nos trois personnages se retrouvaient donc confrontés aux disciples de Miyako. Et soudain, l'hélicoptère du colonel surgit dans les cieux et s'approche lentement. Takashi est effrayé. Une image impactante pour introduire cet épisode 42, sorti le 1er octobre 1984 dans Young Magazine. Un Kaneda, flingue à la main, entouré par 22 soldats. Le jeu de trame est tout simplement somptueux. La texture des chemises militaires met parfaitement en évidence notre héros, qui pointe son arme sur le lecteur et arbore un regard rempli de détermination. On pourrait presque s'imaginer, à la vue de cette page titre, un futur affrontement entre les forces de l'ordre et nos trois protagonistes. Pourtant, il n'en sera rien. Leur impact au sein de l'intrigue sera très minime. Il est peut-être important de signaler qu'une semaine avant la publication de ce chapitre, le volume 1 de luxe du manga sortait dans les librairies nippones. L'hélicoptère de l'armée fait donc face à Akira. Dans la cabine, Kyoko se cambre afin d'observer la scène. Takashi demeure figé. Le colonel ordonne à ses hommes d'encercler le secteur au plus vite et d'y contrôler les accès. À terre, le courant d'air est violent et Sakaki profite d'un moment d'inattention pour s'emparer de numéro 28. Elle s'échappe aussitôt avec lui. Kei réagit, elle sort son flingue, mais Mozu la déstabilise d'un coup de genou, alors que Miki inflige à Chiyoko une salve du pouvoir. Kaneda, qui était toujours effondré au sol, se relève miraculeusement et tâche de flanquer un coup de crosse à Mozu qui l'esquive en s'envolant. Mais elle retombera dans les bras de Chiyoko, qui la sangle énergiquement. Elle s'évanouit. Dans une mise en scène inaltérablement rapide et au cadrage serré, Kaneda tente cette fois-ci de frapper Miki, et encore une fois, tout s'embourbe dans une lecture loin d'être évidente, avec sûrement un cognage de crâne entre les deux personnages. Miki est à terre, se tapant les yeux. Kaneda effectue la même mimique, mais bien postée sur ses deux jambes. Kei presse son monde. Elle est unanime. Il faut retrouver Akira avant que Nezu et ses hommes ne mettent la main dessus. La jeune femme montre ici un semblant de lucidité et donne à sa traque un sens bien plus précis. Et en effet, les soldats du petit rat sont bien dans les rues, à la recherche du mutant. Deux d'entre eux aperçoivent d'ailleurs Sakaki dévalant avec Akira. Ils la prennent en chasse. Elle tâche de se faufiler dans les vénelles labyrinthiques du quartier, mais se retrouve soudainement face à Nezu. Ce dernier, toujours soutenu par sa canne, est accompagné par quelques mercenaires bien armés. Sans même se faire attendre, il dévoile à la jeune fille toute la dévotion qu'il porte à Miyako, comme s'il devait instinctivement se confesser. Mais il finit très vite par combler son discours de paraboles subjectives. Les desseins du politicien sont évidents. Il est avide de pouvoir et souhaite s'approprier d'Akira pour assouvir cette avidité. Mais on n'en connaît toujours pas la finalité. On ne sait pas ce que manigance Nezu en s'accaparant d'une soi-disant arme qu'il ne pourra jamais contrôler. Dans tous les cas, sa rhétorique montre bien toute son habileté manipulatrice, même s'il ne se rendit jamais compte qu'il fut le premier à être manipulé. Il s'approche de Sakaki, qui protège Akira en le cachant bien derrière son dos. Elle sait parfaitement que, dans une telle posture, Nezu ne fera jamais feu sur elle, de peur d'éliminer numéro 28 par la même occasion. Mais elle leur claque des doigts, ordonnant à ses hommes d'abattre la disciple de Miyako. C'est alors que Miki intervient, générant un effet de panique chez les soldats du politicien. Elle tente de faire diversion afin que sa compagne puisse prendre la fuite. Continuellement baignée par ces mêmes cadrages serrés, Nezu somme de tirer, mais Miki est véloce. Elle évite les salves et les mercenaires finissent par se fusiller entre eux. Sakaki en profite pour effectuer son envol, soutenant fermement Akira autour de son bras droit. Le politicien a été pris de vitesse. Un missile catapulté par l'armée explose alors et illumine l'atmosphère nocturne de Neo-Tokyo. Toujours dans les airs, Sakaki observe l'éclat, mais aussi Nezu, consterné, Kei et sa bande, interrogative, et Ryu, qui comprend où se déroule l'action. Sur un char, des soldats scrutent les cieux et prennent donc connaissance de la position d'Akira. Miki, bien porté dans son élan, se jette avec rage sur Nezu, mais le vieux est décidément très agile et lui inflige un violent coup de canne. Ses hommes font feu et transpercent la jeune fille de 1000 balles. Elle s'écroule, morte, au désarroi de Sakaki, qui maintient son rythme échappatoire.
Sous une vue aérienne, on retrouve l'hélicoptère du colonel posé dans une cour d'école. Le bâtiment nous ferait presque penser à l'internat qui accompagnait les premiers épisodes de la saga. Mais des détails architecturaux nous font finalement sentir que ce n'est pas lui. Le militaire converse avec Takashi, qui lui parle des 3 filles de Miyako. Numéro 26 a clairement ressenti le pouvoir en elle. Il lui apprendra aussi qu'elles sont venues pour Akira. Le colonel reste dubitatif. La traque de numéro 28 impliquerait apparemment d'autres acteurs dont il ignore l'existence. Masaru lui affirmera qu'elle possède le pouvoir, mais que ce dernier est très limité. Des soldats extraient alors de l'hélicoptère le lit de Kyoko. Nous rejoignons dès lors nos 3 héros, qui se font prendre en chasse eux aussi par la milice de Nezu. Kaneda est formel, oublier Akira et penser à sauver sa peau. Zigzagant dans les ruelles, il se retrouve subitement face à un tank, et, sans hésiter, castagne l'artilleur placé sur la tourelle. Kei et Chiyoko se font tirer dessus. Elles se trouvent comme dans un guet-apens, coincées entre les hommes de Nezu et ce fameux tank. Mais Kaneda entre en conversation avec le soldat situé à l'intérieur de l'engin, lui ordonne d'effectuer une rotation et de faire feu. Ce dernier bafouille, mais Kaneda insiste, et une image aveuglante immobilise les 2 femmes au travers d'un bruit sourd et déchaîné. L'explosion se fait lourdement ressentir dans tout le quartier. Les hommes de Nezu semblent avoir jeté les armes, tellement apeurés par cet obus qui vient de friser leur tête. Chiyoko remarque alors sur le tank Kaneda, qui invite ses compagnes à monter à bord. Nos 3 héros prennent possession de l'engin militaire et vont donc s'éclipser de l'intrigue sur pas mal de planches. Leur apparition ne sera que sporadique, afin d'offrir quelques gags, sûrement injustifiés, surtout lorsqu'on sait que l'on est à l'aube d'un cataclysme. À plusieurs reprises dans son récit, Otomo avait instauré quelques pauses détentes pour décontracter l'atmosphère, très souvent sur une case, voire 2. Mais ici, je trouve que cette pause s'étale trop dans la durée et n'arrive finalement qu'à peu jouer son rôle. Surtout que dans ses présentes pages, l'auteur en profite pour ridiculiser les soldats, et donc l'armée, ce qui résonne peu crédible au final. Bref, ce ne sont pas ces quelques vignettes qui vont perturber notre lecture, et respectons leur existence à leur juste valeur. Pendant ce temps, Nezu poursuit sa traque sur Sakaki et Akira. L'ordre formulé à ses hommes est simple et concis. Si vous ne pouvez pas les ramener vivants, tuez-les. En lui faisant prononcer cette sentence, Otomo confère au politicien un portrait dérangeant, rempli de sueur et de colère. Ses yeux plissés sont submergés par la haine. La torsion de sa bouche est envahie d'acerbité. Les traits de son visage ne dégagent qu'abomination et répugnance. Pour Nezu, les choses sont claires. Soit Akira est à lui, soit il ne sera pas. Son orgueil est tout simplement surdimensionné. Sa quête de pouvoir semble illimitée. Il est guidé par une conduite des plus enfiédées. C'est fou comment Katsuhiro est capable, au travers d'une esquisse faciale, de dévoiler toute la psychologie d'un personnage totalement rongé de l'intérieur par son avarice. Indéniablement, l'un des portraits les plus oppressants de la saga. Sakaki tente tant bien que mal de s'immiscer dans les ruelles afin de rester inobservable. Mais la tâche devient difficile, surtout que l'armée a commencé à cercler le quartier. Elle demeure pensive, ne sachant trop quoi faire. Mais des bruits de pas s'avançant l'obligent à prendre une décision. Elle planque alors Akira dans une poubelle. Sur 4 cases, Otomo nous dépeint la scène, avec des cadrages variés et un superbe plan panoramique qui arrive parfaitement à nous faire ressentir toute la docilité de numéro 28. Le jeune enfant est totalement endormi. Il ne s'est décidément toujours pas rétabli de sa longue sieste cryogénique. La disciple de Miyako fait alors face à la troupe de Nezu. Elle augmente sa vitesse et propulse sa silhouette rayonnante afin de s'éloigner. Elle est aussitôt prise en chasse. Pendant ce temps, Ryu zone dans le coin et observe les hommes de son ancien chef en pleine course-poursuite. Des cases zébrées de 1000 lignes maintiennent la tension à son maximum, cette fois-ci pour nous présenter les altercations entre l'armée et la garde rapprochée de Nezu. L'acharnement est manifeste des 2 côtés, mais les militaires, équipés d'un meilleur arsenal, parviennent à prendre le dessus. Sakaki, quant à elle, entre en contact avec Mozu pour l'informer qu'Akira est en lieu sûr et que l'objectif est maintenant de conduire toutes ses armadas le plus loin possible du quartier. Les 2 jeunes filles vont utiliser la même technique, se faire passer pour numéro 28 afin de guider les chars de l'armée en d'autres lieux. Sakaki y parvient habilement, en empêtrant l'engin de guerre dans une rue trop exiguë. Sa compagne en fera de même. C'est alors que nous revoyons Ryu, toujours très seul, qui entend des bruits s'extirpant d'une poubelle. Il s'interroge, s'approche. Mozu se retrouve très vite dans un cul-de-sac, illuminé par les projecteurs du tank. Elle se compresse le ventre et semble essoufflée. Le soldat, étant convaincu d'être face à Akira, tente de la tranquilliser. Mais elle commence à faire léviter les briques du mur
et, malgré les consignes de Sakaki de ne pas attaquer, les envoie violemment contre l'engin qui explose. Mozu pantelle, elle paraît très affectée. Il est indéniable que les disciples de Miyako ont le pouvoir, mais elles ne peuvent en faire qu'un usage parcimonieux. Elle fatigue assez rapidement. C'est alors que Takashi lui fait face. Il est accompagné du colonel qui reste surpris par les prouesses de Mozu. Il l'interroge sur son entraînement. Ce dernier a toutes les raisons d'être plongé dans l'incompréhension. Lui, qui se croyait doyen d'un projet scientifico-militaire développant des unités entières de personnes aux capacités paranormales, se retrouve soudain confronté à la concurrence. Ce qui prouve bien que le colonel, malgré toute sa prestance, sa classe et son charisme, n'est qu'un simple pion au cœur de cet immense échiquier. Mozu le renvoie chier et commence à attaquer Takashi. C'est la première fois que l'on admire une manifestation tangible du pouvoir. La disciple de Miyako fait déferler sur numéro 26 une véritable décharge énergétique qui, grâce aux lignes incurvées de vélocité, nous divulgue toute sa force tourbillonnante. Takashi est touché de plein fouet. Un souffle oblige le militaire, posté juste derrière, à se protéger le visage. Il est préoccupé pour l'enfant. Mais numéro 26 maîtrise la situation. Au travers d'un dessin présomptueux, il dépressurise ce souffle et s'en extirpe en créant un vortex brasillant. Otomo confère alors à Takashi un trait qu'on ne lui connaissait pas. Mozu s'inquiète, elle commence même à prendre peur, et le mutant de l'armée lui envoie une salve meurtrière qui déchire le sol devenu soudainement incandescent, puis la comprime face au mur qui la soutient dans une brutalité palpable et apparente. Sous le regard insensible du colonel, Mozu s'effondre sur l'asphalte poussiéreux, ordonnant à Sakaki de fuir le plus loin possible. Takashi perçoit immédiatement les vibrations de cette dernière et tâche de la localiser. Une esquisse fabuleuse nous montre alors le profil de numéro 26, fondu dans une contention assidue. Je trouve ce portrait d'une beauté incroyable. Il majestifie Takashi à sa juste valeur, lui confère une prestance jamais vue auparavant et une élégance remplie d'un gai savoir serein et assumé. Je m'excuse si je me répète, mais je trouve numéro 26 dans cette case emplie d'une délicatesse phénoménale. Sakaki, de son côté, reste immobile. Elle semble envahie par une peur manifeste. Takashi parvient finalement à la localiser. Ici, je me pose une question. Comment les mutants du projet peuvent arriver commodément à détecter les disciples de Miyako et non Akira? Surtout lorsque l'on connaît la connexion affective qu'ils ont pu avoir durant leur enfance, à la fin des années 70. Je sais parfaitement que numéro 28 est encore bien endormi, mais Tetsuo réussissait sans peine à s'enrôler dans son attraction alors qu'il roupillait, soi-disant, sous zéro absolu. Dans tous les cas, de la manière dont nous sont présentés les faits, cela veut clairement dire que numéro 41 a acquis une faculté qui dépasse indubitablement toutes celles des autres mutants du projet. Masaru s'entretient avec Kyoko. Il lui demande s'il sent quelque chose, mais numéro 25 lui répondra par la négative. Elle ne voit rien, mais subodore qu'ils sont maintenant très proches d'Akira. Ici, Kyoko n'anticipe aucun désastre à venir. Elle semble loin de ses anciennes prémonitions où Tetsuo devait être l'instigateur d'une destruction cataclysmique. Son visage posé respire la sérénité. Elle est comme apaisée par cette lueur aurorale qui surplombe lentement les contours architecturaux de Néo-Tokyo. Une nouvelle journée commence et un soupçon de lumière révèle les bâtiments périphériques de la capitale. Nous rejoignons alors nos trois héros, saccageant tout sur leur passage avec leur massif char. Ils s'immiscent brutalement dans une sorte de galerie commerciale où l'armée semble se confronter à une bande de mercenaires. Coups de mitraillette, coups de roquettes, explosions répétées, et tout se noie dans une épaisse fumée qui embourbe ce petit monde dans l'inactivité. On retrouve ensuite Ryu, dans une vue aérienne, qui s'approche lentement de la poubelle. Il fait preuve de prudence. Il ouvre rapidement le conteneur, l'arme à la main, et dénote une surprise évidente en y voyant un enfant. Nous savons tous que cet enfant est Akira, mais il faut bien se mettre en tête que Ryu ne le sait pas. Pour lui, ce n'est qu'un gosse, et il le soutire des ordures. Sous la fumée épaisse, Kei et sa bande s'extirpent de l'allée commerciale. Par erreur, la jeune femme agrippe le poignet d'un mercenaire. Ce dernier se fera violemment castagner par Chiyoko, preuve qu'elle prend soin de Kei comme de ses prunelles. Nos protagonistes reprennent leur course dans une cadence toujours aussi vive. Nezu et ses hommes sont harcelés par l'armée et perdent du terrain. Le politicien se voit dans l'obligation de fuir seul. Transpirant et suffocant, il tâche de s'immiscer dans les ruelles et se présente soudainement face à Ryu, qui tient l'enfant dans sa main gauche. Jeu de regard entre les deux personnages. La stupeur, le doute, la surprise se font sentir profondément. Nezu reconnaît alors Akira, toujours très somnolent, et crie son nom en mêlant effarement et jubilation. Ryu est pantois.
Jamais il n'aurait pu s'imaginer que ce gosse fût le mutant. Surtout que, et il faut quand même bien le rappeler, il ne savait même pas qu'Akira était réveillé et qu'il déambulait loin de sa chambre froide. Mais le jeune homme semble tout mettre en relation rapidement et comprend donc la fourberie de son ancien patron. Le petit rat est vexé. Il est persuadé que son ancien bras droit s'est rangé du côté de Miyako. Il sort son flingue et fait feu sur Ryu. Ce dernier expulse numéro 28 et, par une habile acrobatie, se jette à terre, visant Nezu, avec la même précision qui le caractérisait en début du manga. L'image nous montrant l'impact et la perte d'équilibre du politicien ne permet pas de savoir quelle partie de son corps fut touchée. Mais Nezu s'effondre au sol, laissant tomber sa canne. Ryu n'a pas trop le temps de réfléchir. Il s'accapare du mutant et dévale les rues à toute vitesse. Il est baigné par une profonde incompréhension. Sakaki pense à ses consoeurs mortes. Kei et sa troupe poursuivent leur échappée. Et l'armée met définitivement hors d'état de nuire la milice de Nezu. Ryu tâche de se faufiler, sans se faire voir par les soldats. Il emprunte un passage restreint, envahi de détritus. Akira l'accompagne, tranquillement. Le jour est maintenant bien levé. Kei, Kaneda et Chiyoko semblent longer les berges du canal. Sur le sol, des traces de sang obligent notre regard à poindre sur le petit rat, bien vivant et titubant. Démuni de sa canne, il se traîne, se déplace avec difficulté. Il compresse son ventre et tient bien fermement son pistolet de la main droite. Ryu poursuit son avancée. Il s'extrait du passage pour se retrouver sur les quais. Il observe alors le yacht de Nezu divaguer sur les eaux tranquilles du canal. La lumière diurne domine maintenant le paysage. Il porte le mutant sur son dos et descend le long des berges. Il est évident qu'il ne doit pas savoir quoi faire, qu'il ne doit pas savoir où aller, mais il va, dans une cadence preste et vivace. Il s'arrête alors brusquement. Une silhouette se présente à lui, Sakaki. Elle remarque tout de suite numéro 28 et questionne Ryu sur ses intentions. Mais l'anarchiste n'offre qu'une réponse interrogative. Il dépose Akira et extrait un pistolet de sa poche. La jeune fille fonce sur lui. Il tire, mais Sakaki s'envole, lui assène un coup sur le dos et le fait tomber à terre. Pendant ce temps, Kei et ses comparses entendent le bruit de l'arme et s'approchent de sa source. Sakaki attrape Akira par la main et somme de le suivre. Ryu est toujours écroulé au sol. Très vite, elle remarque Kaneda, Kei et Chiyoko en haut de la chaussée. Ce premier désire laver ses affronts qu'il lui avait infligés dans les appartements et dans la rue lors du kidnapping d'Akira. Il prend son élan, fonce sur la jeune fille qui prépare son attaque. Mais l'adolescent est rapide et habile. Il effectue un saut et lui flanque un violent coup de pied. Sakaki s'écroule sur le bitume pendant que Kaneda jubile. Il est décidément toujours aussi badass. C'est alors que Ryu reprend connaissance et se relève doucement. Kei écarquille les yeux. Elle mentionne son nom dans une tonalité perforante, évoquant sa surprise, son alacrité et son incompréhension. Ryu est imbibé par les mêmes sensations. Et Otomo nous présente une case qui symbolise à elle seule la tragédie dans sa plus noble expression. Kei s'approche de son compagnon, semblant ne plus rien voir d'autre, ne plus rien entendre. Elle paraît totalement déconnectée de la situation actuelle. Légèrement en deçà, Kaneda offre une posture consternée. Son regard, embelli de déréliction, suit la mouvance mécanisée de la jeune femme. Il ne peut lutter contre sa catalepsie. Cette vignette est d'une mélancolie déconcertante, car on y sent le véritable amour que porte Kei à Ryu, et l'incontestable brisure cardiaque dont doit être victime Kaneda en ce moment. J'adore comment Katsuhiro est capable, au travers d'un banal dessin, de nous transmettre une multitude d'aperceptions, d'émotions et de ressentis. Sakaki profite d'ailleurs de ce moment évasif pour porter un coup à Kaneda, s'emparer d'Akira et bondir jusqu'aux crêtes de la berge. Mais à peine le pied posé au sol, elle se retrouve face à un colonel silencieux, qui exhibe une posture convaincante et un sourire malicieux. Pressant toujours bien fermement Akira dans ses bras, elle entend alors vociférer dans sa cage cérébrale une voix inconnue. Takashi, situé à sa gauche, lui fait comprendre par télépathie qu'elle n'a aucune chance de s'échapper. Mais la jeune fille dépose Akira et fait mine de s'approcher de numéro 26. Elle a parfaitement bien identifié celui qui ôta la vie à son ami. C'est étrange comme Sakaki, avec autant d'assurance, délaisse sa mission pour concentrer ses gestes sur la vengeance de Mozu. Mais à peine s'est-elle déplacée de 3 mètres que surgissent des profondeurs Kaneda et Chiyoko. Le militaire remarque et reconnaît très bien le premier, et vice-versa d'ailleurs. L'adolescent, interloqué, tente de faire demi-tour, mais Kei et Ryu, restés en bas, sont déjà encerclés par des soldats bien armés. Le colonel et ses hommes ont pris possession des lieux. Ce premier affirmera même contrôler 70% de tout Neo-Tokyo. L'acte final peut donc commencer, et on peut presque attester que tous les acteurs qui ont participé à cette folle nuit sont maintenant réunis en ce lieu. Et un dessin fabuleux d'Otomo
dévoile cet acte final au travers d'une perspective épurée et harmonieuse. Tous sont là, Takashi au fond, Kaneda et Chiyoko statiques, Sakaki concentré, Akira totalement passif, le militaire fier et droit, Masaru et Kyoko observateurs, et toute l'artillerie sur le qui-vive. Kei et Ryu sont invités à rejoindre cette petite bande. Kaneda et le colonel se dévisagent. Le premier s'efforce de décompresser, alors que le second ne fait qu'affirmer sa domination de la situation. Mais soudain, Chiyoko, portée par je ne sais quel délire, tente de prendre possession d'Akira. Elle sera très vite stoppée dans son élan par des soldats bienveillants. Le chef de l'armée ordonne d'embarquer tout ce petit monde. On le sent subitement exténué. Mais Sakaki, les yeux remplis de hargne, regarde Takashi et commence à le charger. La page titre de l'épisode 46, sorti le 3 décembre 1984, est sans nul doute possible la plus pénible, la plus amère, la plus affligeante des 120 qui accompagneront ce récit. La contempler ainsi, froidement, nous donne vraiment la sensation d'être Little Boy, à quelques kilomètres au-dessus de la ville d'Hiroshima. Et si l'épicentre d'août 1945 se trouvait à 150 mètres d'altitude, celui de Neo-Tokyo 2020 sera à même le sol. Car oui, ce chapitre va introduire ce cataclysme tant attendu, au travers d'une narration structurée, aérée et on ne peut plus spasmodique. Sakaki est en pleine course, elle se rue sur numéro 26, mais, ne parvenant à le frapper, prend son envol jusqu'au toit. Le colonel, toujours aussi vif d'esprit, guide ses hommes et leur ordonne de tirer. Il crible de balles la jeune fille, qui fait des roulés-boulés et s'écrase au sol. Takashi affirme qu'elle n'est pas morte, et le militaire demande à des soldats de la lui ramener. Il souhaiterait la soumettre à quelques examens. Décidément, même entravé par une pression phénoménale, le chef de l'armée reste lucide et pense à la prolongation de son projet. Kyoko se redresse de son lit. Avec Masaru, ils appellent Akira, qui semble effectuer pour la première fois des pas issus de sa propre volonté. Takashi s'approche de son ancien ami de laboratoire. Il semble très ému. Numéro 28 donne l'impression de ne rien y comprendre, mais il écoute ces personnages qui présentent une stature similaire à la sienne. Il est évident qu'il ne les reconnaît pas. Soudain, confiné dans une vignette étroite et tramée, des souliers font craquer le plancher d'une bâtisse saccagée. Le colonel se retourne, interloqué. Une case détaillée et silencieuse nous l'affiche face à un taudis en ruine. Il est immobile, comme plongé dans une profonde incertitude, et démontre timidement son inquiétude. C'est alors qu'une main droite, détenant un pistolet, s'exhibe à notre regard sous tension. À la vue de l'arme et des phalanges qui le soutiennent, on en déduit immédiatement que c'est Nezu. Et le dessin subséquent nous montre Takashi, accompagnant Akira, se faire soudainement perforer le crâne. L'image est impactante. Taciturne, figé, le seul détail de la trépanation nous procure un sentiment colossal de chagrin et d'anxiété. La candeur de l'esquisse suivante est monumentale. Elle assombrit parfaitement la dramaturgie du moment. Le militaire se retourne. On a l'impression qu'il n'a pas encore réalisé ce qu'il se passe. Masaru est comme épris de convulsions, se tortillant au creux de son fauteuil. Le jeu d'ombre, délicatement tramé, renforce humblement la clarté de l'impact. Un jet d'hémoglobine s'extirpe timidement de la tête de Takashi. Akira, lui, reste stoïque, toujours imbibé par son allure paisible. Les 6 vignettes suivantes nous montrent, en caractère réduit, mais noyé dans un silence insurmontable, l'ahurissement du colonel, la crainte de Kaneda, l'effarement de Masaru, l'angoisse de Kei, l'hébétude de Kyoko, l'indifférence d'Akira, alors éclaboussée par des larmes de sang. Sur les hauteurs des appartements d'où est parti le coup de feu, nous voyons bel et bien Nezu, pistolet à la main, ayant tâché d'accomplir sa directive, mais s'ayant ridiculement trompé de cible. Soit Akira était à lui, soit il n'était pas. Et c'est numéro 26 qui aura fait les frais de cette surcharge d'orgueil. Le colonel tente de réagir en ordonnant à ses soldats de tirer au-dessus d'une fenêtre. Et pendant que Takashi poursuit sa chute inéluctable devant l'exaltation grandissante de ses confrères, Nezu se fait cribler de balles dans un mitraillage percutant et vorace. Takashi rugit sourdement. Son regard est déconcertant de tristesse. Sa tombée semble s'effectuer au ralenti, comme si le temps s'était soudainement dilaté. En résonance, Masaru et Kyoko sont très vite emplis d'une douleur incontrôlable. Nul doute qu'ils doivent ressentir la mort au travers de leur ami. Les 2 mutants présentent un visage convulsé par une ténébreuse céphalalgie. Ils commencent d'ailleurs à hurler. Akira réagit alors. Ses yeux donnent l'impression de grandement s'ouvrir. Il ausculte voracement numéro 26. La composition, fortement tramée de la page suivante, impose un contraste évident avec la candeur des planches passées, comme si les photons répondaient à de nouvelles lois.
La physionomie de Takashi est graphiquement insoutenable. Un jet de larmes s'expulse de ses orbes. Sa mâchoire est éprise d'une impétueuse lancination. Numéros 25 et 27 ne semblent plus supporter le martèlement cérébral dont ils sont victimes. Leur bouche est tiraillée par l'agonie. Akira donne l'impression de ressentir cette douleur. Il serre les dents, plisse les yeux. La case où il apparaît, aux côtés de Takashi, projette une ombre surréelle, conférant à l'espace une courbure insolite. Numéro 28 commence à se compresser la tête, se mimétisant habilement à Masaru et Kyoko. Dans les débris d'un édifice sûrement proche des événements, une silhouette fait surface, exposant des contours qui nous sont familiers. Tetsuo. Le jeune est de retour, dans un clair-obscur saisissant, et mentionnera d'une vive voix Akira. Je ne pense pas que numéro 41 soit un témoin oculaire de la scène. Il n'est pas au courant de qui compose cette dernière, mais il ressent parfaitement la présence d'Akira, ce qui renforce encore plus leur interconnexion. Une case nous montre alors le mutant, bouillonnant, trépidant. Neo-Tokyo is about to explode. Depuis son temple, Miyako s'attriste de ce qui va suivre. Elle se dresse face à cette paroi en bas-relief, révélant comme un halo lumineux. C'est fou, comme cette estampe murale paraît être un signe avant-coureur de ce qui va se produire dans quelques secondes. Une case déchirante, imbibée d'un noir profond, nous montre ensuite Takashi, à terre, la tête recouverte de sang, pendant qu'Akira convulse son dos, poussant un cri strident et pénétrant. La posture de l'enfant, poétisée par ce contre-plongé ténébreux, est douloureuse, poignante, désespérante. Après son hurlement perçant, il semble envahi par la peur, comme conscient qu'il ne pourra plus maîtriser ses actes et ses gestes futurs. Face à lui, tout le monde l'observe. Le colonel présente un visage empli de crainte et d'effroi. Numéro 28 concentre alors entre ses paumes une dose d'énergie. Kyoko expose un profil totalement strié par la panique. Elle ordonne au mutant de stopper son entreprise. Mais Akira ne veut plus rien faire. La fournaise est en marche et le destin de Neo-Tokyo est tout tracé. Sur 2 planches, Katsuhiro va ensuite nous exhiber la vie matinale des habitants de la capitale. Un père faisant des exercices avec son enfant, une mère préparant le petit déjeuner, un chat miaulant. Il nous révélera même l'heure, 7h27. Ce fut judicieux de la part d'Otomo de ne pas avoir mis 8h15. La référence aurait été finalement trop évidente. Il poursuit les prémices du jour. Une famille regardant la télé, une sécurité ball immobile, et la loque de l'internat, accroupie sur les marches d'escalier, bien fidèle à son poste. Je trouve ce clin d'œil phénoménal, sublime et subtil. Se retrouver à l'entrée de l'école, à cet instant précis, prouve que le saut magistral effectué par Kaneda au travers de la fenêtre ne marquait pas la fin du pensionnat. C'est ce qui va suivre qui marquera sa fin définitive. D'ailleurs, ce qui va suivre va marquer la fin de beaucoup de choses. Les 2 planches suivantes nous replongent dans la candeur insoutenable du réveil d'Akira. Ce dernier attire en son cœur l'ensemble de la lumière qui projette des faisceaux d'ombre sur les protagonistes qui l'entourent. La scène se noie dans un mutisme aveuglant. Numéro 28 pompe inlassablement tous les photos de son espace proche. Kyoko, dans un dernier cri de désespération, demande à Masaru de l'aider à sauver tout ce monde ici présent, en les éjectant sur les toits d'un building leur faisant face. Akira se redresse. Des blocs de roche virevoltent à ses côtés. Un halo énergétique s'extrait de sa corporalité. Kyoko et Masaru s'exécutent. Des soldats commencent à se sentir poussés vers le haut. Et numéro 28 s'affiche dans une posture reposée. Il est alors submergé par une divine essence. Kei et Kaneda ressentent très vite à leur tour cette attraction zénithale. Dans le feu de l'action, ils se nommeront mutuellement. Et une boule incandescente surgit des berges du canal, semblant tout dévorer sur son passage. Depuis les hauteurs des gratte-ciel, nous sentons l'avancée rapide de cette masse énergétique et dévastatrice. Pas mal de monde est projeté sur les toits des édifices. La vue plongeante nous dévoile toute la grandeur de la ville, sa richesse et sa variété architecturale. Le trait d'Otomo est d'une finesse et d'une précision époustouflante. À une altitude moindre, on remarque les fêtes du 55 Bank, sur lesquelles s'écrase Kaneda. Il n'y comprend rien, ne sait pas où il est, et, dans un sentiment de total désarroi, crie le prénom de son ami. Mais Kei se trouve bien plus haut, sur les rebords d'un autre building. Kyoko, en pleine lévitation sur son lit, tâche d'emporter Takashi avec elle. Mais Masaru, dévoilant un visage inhabituellement colérique, lui ordonne de le lâcher. C'est ce qu'elle fait, et numéro 26 se plonge dans les abysses de la métropole en décomposition. Kaneda se retourne. Il remarque la lueur déprédatrice s'approcher. La ville semble se dissiper, et le logo du 55 Bank commence à se désagréger.
Une double page surréaliste s'offre alors à notre regard convulsé. Néo-Tokyo, perforé par un dôme atomique. Les détails foisonnent par millions. Des centaines d'immeubles, de gratte-ciel, d'édifices, de constructions en tout genre inondent cette illustration déroutante. On y distingue même, au premier plan, le QG de l'armée. Sur les 900 planches précédentes, Katsuhiro nous dévoila que très peu de fois une vue large et approfondie de la capitale japonaise. Et ici, il nous l'offre, de façon magistrale et dans son intégralité, pour la détruire aussitôt. Nous revoyons Nezu, entouré de son sang en suspension, se faire balayer par le souffle. Toutes les prémonitions avaient prédit le réveil et la manifestation prochaine d'Akira. Certaines avaient mentionné Tetsuo comme responsable unanime de ce présent désastre. Et pourtant, tout fut déclenché par ce petit rat, par son avarice, son orgueil et sa soif de pouvoir. Même s'il est difficile ou peu évident d'établir son degré d'implication dans le réveil propre de numéro 28, il est indéniable que son coup de feu raté est l'origine officielle du déchaînement du mutant. Je dis officiel car nul doute que Masaru et Kyoko ont leur part de responsabilité. Leur crise encéphalique, ressentie à la mort de Takashi, fut un parfait détonateur pour Akira. Cependant, en y réfléchissant bien, Nezu n'était que le pantin de Miyako. Cette dernière le manipulait pour arriver à ses fins. La première d'entre elles était le réveil de numéro 28. La seconde s'accaparait du mutant, où elle échoua clairement. Maintenant, en aucun cas je n'affirmerai que la vieille souhaitait la destruction de Néo-Tokyo. Elle n'a pas manié Nezu pour qu'il rate son tir et vise la tête de Takashi afin que ce désastre annoncé se présente. Car elle n'aspire pas au désastre, mais bel et bien à un accomplissement qui changera la face du monde. Et cette présente manifestation d'Akira, tout comme celle de 1982, n'incarne en rien cet accomplissement. Les 1300 planches restantes se chargeront de nous le raconter. Bref, la corpulence fétide de Nezu disparaît dans l'explosion, et nous revoyons Sakaki, semblant se relever de ses blessures. Elle implore sa maîtresse, et Miyako donne l'air de l'accueillir à bras ouverts, baignée par une candeur mystique. Dans son temple, numéro 19 pleure le décès de la jeune fille. Et pourtant, elle savait qu'elle ne sortirait pas vivante de cette traque. Elle s'était même excusée auprès de sa disciple de ne pas lui laisser la chance d'être une belle femme. Autant d'anecdotes qui font de Miyako un personnage profondément profond. Je sais, cela ne veut rien dire. Un personnage d'une richesse infinie, un personnage captivant, séduisant et incompris. Le véritable pilier fondateur du récit. J'adore Lady Miyako. Sur les toits du 55 Bank, la clarté, dévorant toujours tout sur son passage, s'approche lentement de Kaneda, qui est promptement enrobé par la masse énergétique. Une ombre volumétrique se dessine en son dos. C'est alors que l'embrasement s'opacifie. Le blanc devient fuligineux. L'environnement du jeune se met au négatif. Et une image bouleversante, cicatrisée par un bruit aigu, nous montre un Kaneda en flammes. Le même que nous avions pu observer en début d'histoire, suite à la première manifestation de Tetsuo. Il est indéniable qu'à cet instant précis, il se passe quelque chose de rare. Ce noir profond qui enrobe soudainement Kaneda nous fait fortement penser à celui qui enveloppait Kei dans le bâtiment de l'armée lorsque cette dernière avait été manipulée par Kyoko. L'adolescent semble donc s'immiscer au sein d'une dimension méconnue, et le revoir dans cet état enflammé n'est qu'une preuve évidente que Tetsuo est le grand instigateur de cette immixtion. Il ne faut pas oublier que numéro 41 est présent dans les lieux. Il fut témoin de tout ce qui vient de se produire, et jamais il n'aurait laissé son ami se faire dévorer par la manifestation d'Akira. Et Kaneda donne l'impression de disparaître dans la pâleur du dôme. Il criera pour la dernière fois le nom de Kei. Sur les hauteurs d'un autre édifice, le colonel, parfaitement lucide malgré la catastrophe, tâche de sauver un soldat. Kei, accroupi à ses côtés, admire sa bravoure. Elle se relève, dévisage le halo engloutir la métropole et crie à son tour « Kaneda ». Les 14 plans suivantes se dédieront dans un silence sibyllin à nous dépeindre la destruction de Néo-Tokyo. Des pages surchargées d'illustrations colossales, d'une précision ahurissante, nous présentent ce cataclysme dans une ivresse déroutante. Katsuhiro s'acharne à mettre sur papier cette monstruosité architecturale qui s'effrite sans offrir de résistance. Jamais nous n'avions contemplé Néo-Tokyo avec autant de détails et de résolution. Jamais Néo-Tokyo nous avait paru si étouffante et oppressante que durant sa propre éradication. L'impact visuel que nous propose sans vergogne Otomo est l'apologie même du nihilisme, sa quintessence. L'extase ressentie à la vue d'un tel désastre est embarrassante. La déflagration brutale de ce conglomérat de matière, structureux et compact, nous donne l'impression qu'il n'a finalement jamais existé dans l'absolu.
Et pourtant, la force graphique avec laquelle nous est exhibé cet actuel chaos ne fait que potentialiser le pouvoir ravageur du souffle émis par Akira. Mais ce présent fait, que j'aimerais nommer autodestruction, va au-delà de la matière pour devenir métaphorique. Durant toute cette première partie du manga, l'auteur s'était forcé de nous présenter ses personnages, l'intrigue qui les unissait, les enjeux qui les définissaient. On y ressentait inévitablement les tensions idéologiques, les désirs de chacun ou chacune, la manière de les convoiter. Mais à aucun moment, nous n'avons été mis au courant de la finitude de tant d'agissements. Nous ne savons pas ce que souhaitait Nezu en voulant s'accaparer d'Akira. Le pouvoir, soit, mais dans quel but? Nous ne savons pas ce qu'ambitionnait le colonel en s'unissant à la science pour développer un projet top secret. Le pouvoir, soit, mais pourquoi? Nous ne savons pas ce que recherchaient Kei et Ryu en obéissant à une organisation antigouvernementale. Déstabiliser le pouvoir en place, soit, mais pour en faire quoi? Nous ne savons pas ce qui motivait Lady Miyako à réveiller Akira et à s'approprier de cet enfant chétif. Mais ça, nous finirons par le savoir. Nous ne savons donc rien. À aucun moment, les protagonistes se sont projetés dans un futur proche pour nous justifier leurs actes. Ils nous ont toujours montré le comment, le quand, le quoi, mais jamais le pourquoi. Et au travers du gigantisme destructif de Neo-Tokyo, Otomo anéantit, dans une métaphore resplendissante, toutes ses projections, toutes ses finalités, tous ses pourquoi. La véritable beauté de ces 14 planches réside incontestablement là. En émiettant avec jouissance tout ce façonnage matériel et structural, Katsuhiro fait poussière de tous ses idéaux. Il annihile tous les déboires du passé. Il fait table rase de ce qui fut, pour offrir ce qui sera. Je trouve ceci tellement poétique, rhétorique et d'une élégance narrative inégalable que je ne peux m'empêcher de chialer face à ce cataclysme annoncé. L'impétuosité symbolique de ce choc visuel ici présent exprime le nihilisme dans toute sa splendeur. Car non, Akira n'est pas une œuvre cyberpunk, ce n'est pas une œuvre de science-fiction. Oui, Akira est une œuvre nihiliste. Katsuhiro volatilise, dans un acharnement graphique suffocant, toutes les bases matérielles et spirituelles de son récit. Il efface toutes les quêtes, toutes les traques, toutes les luttes, toutes les convoitises, toutes les cupidités, toutes les passions, tous les déboires, toutes les souffrances, toutes les peines, toutes les questions, avec la même prépotence qu'il éradique Neo-Tokyo de la surface du globe. Et on ne peut que le féliciter de ce courage, car il en faut. Preuve, encore une fois, qu'Otomo est un artiste ingénieux, accompli, contrôlant parfaitement le fil de son histoire. Une vue aérienne nous montre ensuite l'épicentre de la détonation, enveloppé d'un vortex nébuleux. Neo-Tokyo est devenu ruine. Après avoir subi la déflagration déprédatrice de numéro 28, les eaux salées de la baie se chargent d'engloutir sa superficie. Des God Rays se manifestent au travers de la masse nuageuse qui opacifie alors la capitale décapitée. Les rues sont inondées. Une security ball émerge des flots, prouvant de ce fait qu'elle peut parfaitement résister à une attaque nucléaire. Sur un gratte-ciel posté à l'horizontale, Ryu est le premier survivant que nous entendons. Il appelle Kei. Surgit ensuite de nulle part Chiyoko, avec force et fermeté, qui vocifère le même prénom. Face au désastre accompli, nous retrouvons alors la jeune femme, balayée par une fine brise, fragilisée, le visage endeuillé et le regard divagant. Sur les hauteurs d'un building incliné, Kyoko et Masaru montrent une posture exténuée. Le colonel, fier mais sûrement dévasté lui aussi, contemple le néant dans une image sourde, accentuant le martèlement qui doit secouer son cortex. Que doit-il ressentir à ce moment précis? Dans les rues humectées, des cadavres s'exhibent sans relâche. Une flopée de survivants marche en direction du monastère de Miyako. La prêtresse a converti son édifice en centre de refuge, preuve que son influence devait être importante dans les entourages. Elle pense à Sakaki, et les fêtes de son temple semblent dominer le champ de ruines qui lui fait face. Un halo de lumière vient alors égayer l'opacité des vestiges urbains et pousse indirectement notre regard à se porter sur une silhouette. Des pas s'avancent dans cette surface devenue soudainement marécageuse, et on reconnaît immédiatement Tetsuo, qui affleure dans un clair-obscur admirable. Aucune hésitation dans la direction à suivre, aucun vacillement dans sa démarche, aucune ambiguïté dans sa destination. Sur un plan large, noyé dans la noirceur, nous observons avec effroi l'unique partie intacte des berges du canal. La caméra s'approche, lentement, discrètement, et nous distinguons Akira, accroupi, en train de faire léviter des cailloux. 2 mètres derrière lui se dépose intuitivement Tetsuo. Sa tenue vestimentaire est déplorable. Son regard est fixe et baigné de sérénité. Encore une esquisse époustouflante d'Otomo pour nous présenter le héros de son épopée.
Ici, l'adolescent paraît simplement calligraphier, mais la structure chaotique des traits qui le composent semble s'harmoniser avec sa posture invraisemblable. La cambrure de son bassin et l'inclinaison de son cou, renforcées par cette calligraphie, donnent à Tetsuo une prestance sans égale, une sublimité hors du commun, une beauté, encore une fois, olympienne. Son ombre, d'un noir profond, déchiqueté, décousu, projette inconsciemment sa crête sur Akira, qui se retourne alors et contemple le numéro 41. Ce dernier offre un visage en paix. On lui dénote même un léger sourire. Nul doute qu'il doit être heureux de retrouver son jeune frère. Le mutant, quant à lui, paraît affecté. Des larmes dégoulinent le long de sa joue droite. On pourrait presque penser qu'il regrette son acte. Mais les God Rays poursuivent leur percée, et nos deux impubères s'élèvent jusqu'à leur source pour, semble-t-il, écrire un nouveau récit. L'épisode 48, sorti le 7 janvier 1985 dans Young Magazine, Akira a alors tout juste 2 ans, marque la fin du 3e tome de luxe du manga, qui sera publié par la Kodansha le 1er septembre 1986. Ce volume portera le titre de Akira 2, normal, vu que l'on assiste à son déchaînement tant attendu. En première de couverture, Otomo harmonise des tons chauds et froids dans une illustration imprégnée de tension, où l'on voit clairement nos 3 protagonistes livrer une bataille intense. La prestance de Chiyoko est manifeste, et on peut presque dire que ce tome 3 l'aura parfaitement bien introduite et mise en valeur. Sous la décadence progressive de Ryu, il fallait apporter un soutien à Kei, qui ne peut rester seul, et Chiyoko, au travers de sa force, de sa volonté et de sa corpulence, représente sur toute la ligne cette égide tant souhaitée. Pour la couverture cartonnée, dominée par les rouges cette fois-ci, l'auteur va s'inspirer de la page titre de l'épisode 41 pour placer Kei et Kaneda sur un sol damé, exposé de façon totalement isométrique. Une image simple et sobre qui positionne Kei toujours au premier plan, preuve que c'est bien elle qui impose la cadence et le rythme. Voilà donc pour cette 6e vidéo consacrée à l'analyse d'Akira. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, je vous remercie d'avoir suivi dans l'intégralité. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Donc j'espère que le chapitre 7 va bientôt voir le jour. En tout cas, il est écrit, donc il ne me reste plus qu'à faire l'enregistrement et le montage, et donc je le mettrai en ligne, je pense, très prochainement. Voilà. Merci encore à tous, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.